Bien, commençons d'abord déjà par cette question-là. Qu'est-ce que c'est que le taoïsme? Le taoïsme, donc, c'est une spiritualité, c'est la spiritualité autochtone, on va dire, à la Chine, qui est originaire à la Chine et qui, en réalité, est réellement vivante uniquement en Chine, qui a des racines vraiment en Chine. C'est une spiritualité, on peut dire quelque part que c'est une philosophie, mais uniquement au sens grec ancien, donc au sens de transmission vivante. Et c'est aussi une religion, donc c'est aussi une religion institutionnalisée. Et on peut séparer aucun de ces aspects de ce qu'est le taoïsme dans son entièreté. C'est une spiritualité qui est basée sur la transmission dans les lignées. Alors, la transmission dans les lignées, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que c'est une spiritualité qui est gardée vivante parce qu'elle est transmise d'une personne à une autre à l'intérieur des lignées. Donc, si on regarde le taoïsme, on a vraiment un courant de transmission qui est très ancien, dont un certain nombre d'enseignements, dont tous les enseignements les plus fondamentaux sont transmis de façon multidimensionnelle, on va revenir sur cette question-là, puis sont préservés et ensuite sont passés d'une génération à l'autre, d'une personne à l'autre. Donc, quand on parle d'une spiritualité qui est transmise dans les lignées, on a vraiment affaire à une spiritualité qui a vécu à travers le temps, une spiritualité qui a vécu à travers les siècles et dont les notions et les méthodes ont été pratiquées, ont été éprouvées, ont été testées et ont été vérifiées à travers les siècles et à travers les générations. Donc, quand on rentre dans l'étude du taoïsme, quand on rentre dans une lignée taoïste, on reçoit cette expérience, on reçoit ces enseignements qui ont été éprouvés et vérifiés par l'expérience. Donc, quand on dit aussi une spiritualité qui est transmise dans les lignées, ça veut dire que c'est la façon dont la transmission se passe, c'est une façon qui va vraiment porter attention à la préservation de la connaissance, à la préservation des méthodes, à la préservation de l'enseignement. On n'est pas dans un espace d'innovation. Quand vous recevez l'enseignement d'une lignée taoïste, vous recevez un enseignement qui a donc vécu à travers ces siècles, qui a été transmis à travers ces siècles et qui, s'il a été transmis correctement, et la question de la transmission correcte est très importante, va vous parvenir intact et donc efficient. Donc, la transmission elle-même va vraiment porter attention au fait de préserver les méthodes et l'enseignement intact et non pas de l'altérer, de l'adapter ou de créer des innovations autour de lui. C'est quelque chose d'important parce on pourrait penser qu'il est possible de prendre ces enseignements et de l'adapter un peu à notre sauce, mais typiquement, ce n'est pas ce qui se passe dans une transmission taoïste. Et c'est exactement pour cette raison, pour la raison que c'est un enseignement qui a été vérifié à travers le temps, qui a été testé, et que ce qui est transmis, c'est une méthode qui a déjà donné des résultats. Bon, la première chose, on peut donc garder cette notion déjà en tête qu'il s'agit d'une spiritualité qui se transmet dans les lignées. La transmission est donc très importante, la transmission vivante d'une personne à une autre. Dans le taoïsme, on peut vraiment historiquement observer qu'on a une racine commune à toutes les lignées taoïstes, puis on va avoir des embranchements, un petit peu comme un très grand arbre qui aurait plusieurs branches, qui ensuite aurait plusieurs feuilles. Et donc, chacune de ces feuilles est considérée comme une école ou comme une secte en fonction de la traduction, pas une secte au sens occidental, mais vraiment au sens d'école. Et traditionnellement, on a beaucoup de ces écoles qui, à la façon réellement traditionnelle, à l'intérieur de ces écoles, la transmission ne se passait que d'une personne à une autre. C'est-à-dire que dans une génération, il n'y avait qu'un seul maître ou une seule maître de transmission pour cette génération-là qui avait reçu la transmission complète. On va voir que de nos jours, historiquement, c'est quelque chose qui a été beaucoup altéré, mais c'est pourtant la façon dont les choses se sont passées pendant des siècles et des siècles. Bon, voilà, tout ça pour poser un tout petit cadre au début. Ensuite, j'aimerais vous partager quelques photos pour vous raconter un peu l'histoire de mes maîtres
et qu'on puisse un peu situer c'est qui en fait cette Loan Changfeng que vous écoutez et pourquoi elle vous parle de ça et d'où ça sort. Donc la première photo que je vais vous partager, c'est celle-ci. Cette photo, c'est la photo d'un vieux maître qui s'appelle Liu Li Han, qui est en fait mon grand-père de lignée, donc le maître de mon maître. Liu Li Han, c'est un renonçant taoïste qui est né en 1901 dans le Hubei, la province du Hubei, qui est donc la province où se situent les montagnes du Wudang au centre de la Chine. C'est un homme qui est devenu renonçant, donc moine dans les ordres taoïstes quand il avait une vingtaine d'années, donc dans les années 20, et qui a rencontré son maître du nom de Wang Zhedao. Et de Wang Zhedao, qui était son maître, il a reçu la transmission de la lignée du Chunyang, de la lignée du Puryang, qui est donc une sous-école de la lignée Chunzhenlongmen, la lignée de la porte du dragon de la réalité complète, qui est elle-même une école du taoïsme qui, on peut dire, a été fondée par Wang Chongyang et ses 7 disciples, notamment par son disciple Qiu Chuji, qui a ouvert les portes du dragon, la porte du dragon entre le 11e et le 12e siècle. Donc, Liu Li Han, quand il avait une vingtaine d'années, il rencontre son maître, il passe une trentaine d'années avec son maître et au cours de cette trentaine d'années, il reçoit la transmission de maître à disciple pour la 22e génération du Puryang. Donc, c'est une lignée qui est vraiment une lignée qui appartient à Wudang. C'est une lignée, donc quand on dit qu'il reçoit la 22e génération, ça veut dire qu'avant lui, il y a 21 personnes renonçantes qui ont consacré leur vie à la culture du Tao dans cette lignée, qui ont élaboré ces méthodes et les ont transmises. C'est une lignée de Wudang qui est native de Wudang et donc c'est une lignée à l'intérieur de laquelle les arts martiaux internes sont une porte de culture du Tao importante, ce qui n'est pas nécessairement le cas dans d'autres lignées taoïstes à travers la Chine. Quand on parcourt un peu l'histoire de Liu Li Han, on sait que son maître, Wang Zhedao, quitte la Chine vers le milieu des années 40 et disparaît à l'ouest. Donc, est-ce qu'il est parti au Tibet? Est-ce qu'il est parti au Népal? En fait, on ne sait pas. On sait juste qu'il est parti dans les montagnes et qu'on ne l'a pas revu. Ce qui est aussi le cas de Lao Tzu. On dit que Lao Tzu est parti à l'ouest et qu'on ne l'a pas revu. Après ça, l'histoire de la Chine a rattrapé le taoïsme, puisqu'on sait qu'en 1949, c'est le Parti communiste chinois qui est arrivé, qui a pris le pouvoir en Chine et qui a unifié le pays, ce qui a eu des conséquences importantes pour le taoïsme, puisque petit à petit, en fait, toutes les pratiques non seulement religieuses, mais aussi spirituelles ont été interdites. Il y a eu vraiment une grande réforme en fait, culturelle, notamment au cours de la révolution culturelle, et tous les renonçants, tous les moines, toutes les personnes impliquées dans la vie religieuse et dans la vie spirituelle ont été forcés en fait à quitter leur robe, à quitter leurs ordres, à retourner vivre en société, donc à s'établir en société, à se marier et à travailler pour le pays. C'était une époque qui a été très difficile pour le taoïsme. Il y a beaucoup de choses qui ont été détruites. Et bon, dans le cas de Liu Li Han, il a donc quitté Wudang et il est retourné à la vie en société à Wuhan, la ville de Wuhan, qui est la capitale de la province du Hubei, qui est désormais malheureusement mal connue à cause du Covid. Il a donc vécu à Wuhan une vie laïque tout en continuant à pratiquer en secret, à cultiver en secret pour garder ses méthodes et pour maintenir sa pratique active. Jusque dans les années 80, où là, le Parti communiste a décidé de faire appel aux anciens maîtres taoïstes et notamment aux anciens maîtres d'arts martiaux et les a quelque part sommés d'aller entraîner les foules, d'aller entraîner les masses, donc d'aller travailler pour le parti en créant des exercices d'arts martiaux, des exercices de longévité pour promouvoir le sport et la santé du peuple. Donc, Liu Li Han a été appelé à ce moment-là et il a recommencé à enseigner les arts martiaux et les pratiques de longévité, le Daoyin, ce qu'on pourrait appeler maintenant le Qigong. Donc, un public de laïcs. À cette époque, dans les années 80, il a pris 8 premiers étudiants
à qui il a transmis des méthodes d'arts martiaux, des méthodes de médecine, mais à un niveau encore très général. Puis dans les années 90, cette tendance du Parti communiste à vouloir généraliser l'accès aux arts martiaux et à le populariser, c'est encore plus accentué. Donc, on lui a demandé de prendre plus d'étudiants. Il en a pris encore plus. Il a continué à transmettre, notamment toutes les pratiques du poing, donc de Chen, toutes les pratiques d'épée et tous les gongs, du gong fu, donc tous les gongs d'arts martiaux internes. Et donc, encore aujourd'hui, dans toute la région de Wuhan, il y a une vingtaine de personnes qui sont des étudiants très proficients, très avancés du Gong Fu de Chunyang, du Puryang, qui vient de Liulihan, qui vient de cette secte. Oh, pardon, on est toujours avec Liulihan. Donc, arrivé à la fin des années 90, en 1999, Liu Lihan avait 98 ans et il n'avait pas encore transmis sa lignée. Donc, il avait enseigné un certain nombre d'étudiants, mais il était toujours le dépositaire unique de la lignée du Puryang, la lignée Chunyang. Donc, il s'est mis à la recherche d'une personne à qui il pourrait transmettre cette lignée qui correspondrait aux conditions nécessaires. Les conditions nécessaires étant que la personne devait être ordonnée dans les ordres taoïstes, devait vivre en tant que renonçant et devait avoir un niveau fondamental de culture de soi, de pratique, de raffinement du caractère qui soit nécessaire. Et c'est là qu'il a rencontré donc mon maître, Du Tsong Chang ou Li Shefo, tel qu'on l'appelle couramment, à qui il a donc enseigné non seulement les arts martiaux, toutes les pratiques de médecine taoïste, mais aussi les pratiques plus ésotériques et plus profondément spirituelles du taoïsme qui sont traditionnellement passées seulement d'un renonçant à un autre, et notamment les pratiques de talisman, d'incantation et de méthodes de communication avec les dimensions supérieures, comme ériger un autel et pratiquer sur un autel au cours de rituels, ainsi que les pratiques d'alchimie interne. Et puis, finalement, Liu Lihan est passé, donc a ascensionné en l'année 2002 à l'âge de 101 ans. Donc ça, c'est pour l'histoire de Liu Lihan, qui est donc vraiment la racine de la lignée à laquelle j'appartiens. On voit que historiquement, avec lui, la tradition de transmission d'un maître unique à un disciple unique se termine. Liu Lihan, après ça, va avoir des étudiants. Il va transmettre sa propre lignée à Li Shefo, à mon maître. Mais quelque part, c'est vraiment la dernière figure de siècles et de siècles et de siècles d'une tradition qui aujourd'hui a été beaucoup abîmée. Bien, ensuite, je voudrais vous parler d'une autre personne qui est Tao Shefo, qui est cette femme, qui est le premier ou le second, ou peu importe en fait, qui est l'autre maître de mon maître. Tao Shefo, c'était une femme renonçante, elle aussi, qui a une histoire assez remarquable parce qu'elle est née en 1915 dans le Shanxi, donc au nord de Xi'an, de la ville de Xi'an, où il y a l'armée de terracotta. C'est une femme qui venait d'une famille assez éduquée, qui avait un père ouvert d'esprit, assez ouvert d'esprit pour ne pas lui faire bander les pieds, parce que c'était encore là. Elle n'a pas eu les pieds bandés, elle a eu une bonne éducation, et notamment un de ses oncles était taoïste. Et elle était très intéressée par le taoïste, elle a étudié et pratiqué avec lui à partir de ses 7 ans. Puis, elle a résolu de devenir renonçante pour consacrer sa vie à pratiquer, à cultiver le Tao. Évidemment, ses parents n'ont pas accepté. Ils ont voulu la marier une première fois. Donc, elle a refusé de façon très énergique une deuxième fois, une troisième fois. En fait, elle a fait toutes sortes de choses pour avoir très mauvaise réputation. Et finalement, elle avait si mauvaise réputation que plus personne ne voulait l'épouser et elle a pu devenir renonçante. C'est donc une histoire assez classique pour une femme en Chine qui souhaite vivre sa vie de cette façon. Donc, elle a été finalement ordonnée à Loguantai. Loguantai, c'est un temple qui est situé dans les montagnes au nord de Xi'an. C'est le temple qui est dédié à Lao Tzu. On dit qu'il a été érigé à l'endroit précis où Lao Tzu a transmis le Dao De Jing avant de partir vers l'ouest, cultiver dans les montagnes.
Tao Shefo, c'est une personne très particulière parce que c'est une femme qui avait une haute éducation, qui est devenue renonçante, qui a appris la médecine taoïste, qui a appris l'alchimie interne, qui a appris les rituels et qui, lors de la révolution culturelle, a refusé de quitter sa robe. Elle a donc traversé en fait les décennies de la Chine communiste au moment les plus sévères sans quitter sa robe, et donc elle a vécu tous les moments de procès collectifs, de procès moraux, de torture qui ont été infligés pendant la révolution culturelle. Elle en a donc beaucoup souffert dans son corps physique, mais elle a toujours refusé de quitter sa robe. Finalement, après toute cette période très mouvementée, ou plutôt à la fin, elle a pris refuge à Wudang, dans un petit temple en haut d'une montagne éloignée du plus haut pic de Wudang. Donc, quand on considère Wudang, qui est au centre de la Chine, on sait que c'est un des lieux les plus anciens de la culture du taoïsme et des arts martiaux internes. C'est une chaîne de montagnes avec 72 pics. Le pic le plus élevé est le pic sur lequel le plus de temples ont été érigés, notamment les plus grands temples, donc les institutions les plus établies, soutenues par l'Empire et l'Empereur, parce qu'elles ont été construites. Mais Wudang, ce n'est pas seulement ce grand pic-là. Wudang, c'est aussi les 71 autres pics, montagnes qu'il y a tout autour et qui, au fil des siècles, ont abrité beaucoup d'ascètes, beaucoup d'ermites dans des petits ermitages ou dans des petits temples. Et donc, Tao Shefo, dans les années 90, elle a pris refuge dans un petit temple au 72e pic, le plus au sud de la chaîne de montagnes de Wudang, qui s'appelle donc le temple des 5 immortels. Quand elle y est arrivée, le temple avait déjà été saccagé pendant la révolution culturelle, donc il n'en restait pas beaucoup. Il restait les murs, en fait, des murs en terre. On les voit sur cette photo. L'autel avait été démonté, donc les statues des 5 immortels avaient été emmenées. Et puis, ils ont été ramenés plus tard, mais bon, le temple était quand même très délabré. Donc, elle a vécu dans ce temple seule un bon moment. Elle a été donc son unique abbesse et la seule personne qui y pratiquait pendant plusieurs années, jusqu'à ce qu'en 1995, elle fasse envoyer quelqu'un à Wudang, au plus grand monastère de Wudang, qui s'appelle Tsoxiaogong, le palais de la Trinité violette, qui est donc, si vous voulez, c'est un des plus grands monastères de Wudang. Donc, quand les personnes souhaitent venir se consacrer à la culture du Tao, c'est dans ce type d'endroit qu'elles vont se diriger pour prendre les ordres. Donc, en 95, elle a fait envoyer un messager à ce temple pour aller y trouver un homme qui avait pris sa renonciation là-bas et qui habitait toujours, et qui était donc l'Ishefo, la personne qui est devenue mon maître. Elle a fait venir au temple des 5 immortels. Alors, l'Ishefo n'avait jamais entendu parler d'elle ni du temple, mais elle savait qu'il était là-bas, elle l'a fait venir, et il est resté avec elle jusqu'à la fin de sa vie. Donc, pour les 5 prochaines années, elle a ascensionné en l'an 2000, et il a passé les 5 dernières années de sa vie avec elle, donc à étudier la médecine taoïste et l'alchimie interne. L'Ishefo, qui est donc, ça va trop vite, qui est donc là, qui est donc mon maître. Donc, l'Ishefo, c'est un homme qui maintenant a un petit peu moins d'une 60aine d'années, qui est donc le disciple de ses 2 grands maîtres et qui est l'abbé actuel du temple des 5 immortels. Quand Tao Shefo, la maître qu'on vient de voir, est décédée, il a fait le vœu de reconstruire le temple. Donc, il a d'abord travaillé seul une bonne décennie à reconstruire le temple, à fabriquer littéralement des briques avec de l'argile qui venait de la montagne, à les faire cuire dans un four qu'il avait construit lui-même, puis à reconstruire le temple brique par brique. Puis finalement, il a rencontré un premier étranger quand la Chine a commencé à être plus accessible et qu'il y a plus de gens qui ont commencé à venir à Wudang. Il a rencontré un premier étranger, puis une deuxième, et il a décidé qu'il allait enseigner aux personnes qui venaient lui demander et qu'il allait récolter leurs donations et reconstruire le temple. Ça a donc été son projet depuis les 20 dernières années, et c'est dans ce cadre-là que je l'ai donc rencontré. Donc là, c'est une photo de moi avec ça va trop vite.
dans sa robe de cérémonie à l'entrée du temple. Date il y a quelques années, peu importe. Donc ici, on a une photo du temple au tout début, hein, donc à l'époque où Tashefo y vivait encore, donc avant les années 2000. On voit qu'il était encore dans un état de délabrement certain. Puis petit à petit, il a été, je suis désolée, ça va trop vite, voilà, il a été reconstruit. D'abord, la façade a été restaurée, l'intérieur a été restauré. Ici, c'est un peu nuageux, on voit mal. Ici, c'est sous la neige, c'est très beau quand c'est sous la neige. Donc là, on est dans la porte extérieure, on a toute la cour intérieure du temple. Ici, c'est une grande cérémonie qui a eu lieu devant le temple il y a quelques années. On avait invité une maître de cérémonie de Wudang qui a offert une cérémonie devant le temple, mais on voit que déjà, il est beaucoup plus accueillant. Ça, c'est notre salle à manger, tout simplement. C'est ici qu'on mange. Donc, on a une photo de notre grand-père maître et puis tout simplement l'endroit où tout le monde vit. Notre cuisine. Vous constatez les deux caractères chinois qui disent Xin Jai. Xin, c'est le cœur. Jai, Jai. Ou Jai, c'est difficile à traduire. Jai, ça veut dire le jeûne. Jan, c'est la 16. Donc, c'est presque un jeu de mots, le jeûne, parce que Jai, ça représente aussi le régime végétarien des personnes qui cultivent le Tao, donc une alimentation qui est peu épicée, qui ne contient pas de produits animaux ou de produits qui dispersent le qi. Mais quand on dit Shinjai, c'est le jeûne du cœur, c'est l'essence de la pratique taoïste et on va y revenir. Voilà notre cuisine. Et enfin, la plus grande déconstruction en fait, qui a été réalisée depuis les 20 dernières années, c'est ce petit bijou au sommet. C'est un temple en marbre ou en jade blanc, comme l'appellent les Chinois. Donc moi, la première fois que je suis venue au temple des 5 immortels à Wudang, à la place de ça, il y avait une petite cabane de la taille de la porte. Donc une cabane en bois qui tombait en miettes, littéralement, avec l'autel de Zhenwu, qui est la divinité de Wudang. Donc, dans les 20 dernières années, Chefo a fait construire ce temple et on continue de l'améliorer au sommet donc, du 72e pic de Wudangshan. Ici, on le voit avec une vue sur les montagnes. Voilà, donc je voulais juste vous partager ces quelques photos pour situer un petit peu le contexte et puis pour donner un peu la saveur du contexte historique, la saveur de l'histoire du taoïsme, la saveur d'où vient ce qui nous est transmis aujourd'hui et d'où est-ce que je vous parle aujourd'hui quand je vais vous parler des pratiques taoïstes.